Vous écoutez Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien, à toutes et à tous, bonsoir. Il est 19h et ce soir, comme tous les jeudis, nous avons la chance d'avoir avec nous un invité du jour dans l'émission Tout le monde en parle. Et ce soir, il est un petit peu jeune. Hein. On va un peu se moquer de son âge. Non, je rigole. C'est monsieur Johan Dellerue Layani et excusez du peu, 22 ans et écrivain. Bonsoir Johan. Bonsoir. Ça va ? Bien et vous ? Pas trop. Tu peux me tutoyer si tu veux être à l'aise. Hein. Écoute, ça me dérange pas du tout. Et hors caméra, vous avez la tata, bien sûr que vous verrez pas, qui l'a accompagnée, que je connais très bien. Voilà, ça me fait plaisir qu'elle soit là et de l'avoir encore revue. Donc écoute, on ne sait pas si l'interview va durer 1 heure, peut-être pas, mais en tout cas déjà on va commencer à parler de toi. Alors tu es venu nous présenter ton livre Les Anarchistes. On va profiter pendant que tu vas d'abord te présenter pour que les gens te connaissent un peu mieux et connaissent ton parcours. Comme ça va me permettre de faire les partages Facebook pendant que tu es en train de te présenter. Alors 22 ans. Une vie déjà bien remplie apparemment. Quand j'ai lu un peu ton biographie. Autobiographie, voilà, donc j'ai lu. Écoute, je vais te laisser en parler pendant quelques secondes. Tu nous dis d'où tu viens, qui tu es et un petit peu ton parcours. Pas de problème. Allez, vas-y. Donc, de base, je viens de SECPA. Donc, c'est vraiment une classe de rattrapage par rapport... Alors, attends, là, déjà, tu nous parles de l'école. Oui, mais bon, tu nous viens de SECPA. Mais tu as vécu avant SECPA. Qu'est-ce que tu faisais avant d'aller à l'école ? Est-ce que, voilà, le fait d'arriver à ta passion, ça y était déjà avant ? Voilà. J'ai toujours voulu écrire. Et d'ailleurs, quand j'étais tout petit, vers 8 ans, 9 ans, j'avais dit à ma mère que je savais pas écrire à cette époque-là. Je lui disais, j'ai toujours voulu être écrivain. Et ma mère m'a dit, oui, mais tu sais pas écrire. Et je lui ai dit, c'est pas grave, j'engagerai une secrétaire. D'accord. Ah, pas mal, déjà. Tout jeune, donc tu savais déjà, tu avais des idées derrière la tête. C'est ça. Donc voilà, après, donc un parcours d'école. C'est ça. Alors, ton parcours d'école, j'ai pu lire, donc vas-y, SECPA. Donc, vas-y. Donc en fait, j'ai eu un défaut d'apprentissage étant jeune. Je ne retenais pas les cours. Donc j'ai vraiment appris à lire et écrire à 10 ans, par exemple. Mais ça ne m'empêchait pas de vouloir réaliser mes rêves. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, autant que je me lance, sinon j'y arriverai jamais. D'accord, en fin de compte, si j'ai bien compris, l'école, c'était pas trop ton truc. Pas du tout. D'accord, t'avais du mal avec l'école. C'est ça. Donc tu as fait un petit parcours, j'ai bien noté SECPA. Après SECPA, alors tu avais fait... Non, d'abord tu avais fait une CLIS. C'est ça. D'accord, quand tu étais très jeune. C'est encore... en fait, c'est au moment où on commence à redoubler le CP, et ben on nous place là-dedans en fait. Alors je sais ce que c'est puisque j'ai une fille qui est professeure des écoles. Hein. Donc je connais très bien comment ça fonctionne. Donc on va dire des difficultés d'école, donc une CLIS. Voilà ma chroniqueuse qui arrive, Nono, qui va prendre sa place habituelle. Bonjour. Voilà, Nono, c'est une... on est en live, hein, donc vous savez comment ça se passe. Vous allez la voir apparaître à la caméra dans quelques instants. Nono, c'est une chroniqueuse donc de la radio et qui nous rejoint et qui va venir faire partie de notre interview. Donc j'étais en train juste de le lancer. Donc Nono, t'as fait vite pour nous rejoindre. À part que, voilà, bonsoir Nono. Bonsoir tout le monde, je suis un peu essoufflée, je viens de monter des escaliers. Vous avez vu dans la radio Fréquence Méditerranée comment ça se passe, c'est du direct, c'est du live, on arrive tranquille, on vient participer à nos émissions et Nono a l'habitude. Alors on est juste de lancer Johan Dellerue Layani et on est en train de parler de son parcours scolaire dans son autobiographie et on est en train de dire, donc Johan, de présenter qu'il a eu des difficultés scolaires puisqu'en fin de compte il est passé par une CLIS, par une SECPA. Donc on va dire que l'école c'était pas trop son truc. Alors CLIS et SECPA, ça veut pas dire qu'on est nul, hein. On recadre bien les choses, ça veut dire juste qu'on a des difficultés d'apprentissage. C'est ça. Voilà. Nono, c'est une spécialiste de l'apprentissage. Ouais, je connais un peu les classes CLIS, j'ai bossé un petit peu avec une classe CLIS. D'accord. Très sympa d'ailleurs comme projet. C'est des enfants malades qui avaient des difficultés de santé en fait. Voilà. Oui, il y en a qui sont malades, il y en a qui ont des difficultés d'apprentissage comme j'avais moi. Ouais. Et en fait, on doit apprendre un peu plus que les autres, tout simplement. Ouais, enfin, ce que j'en retenais, ça fait un moment, mais on avait fait une semaine en montagne ensemble et ils avaient surtout des difficultés parce qu'ils devaient se soigner, donc rater des cours et donc après rattraper, etc. Donc, après, il y avait vraiment un mélange entre malades et ceux qui avaient un problème d'apprentissage. En fait, ils réunissent tous dans la même école, dans la même classe en fait.
Alors, je reprends la main, Nono. Notre écrivain de ce soir, donc je vous le disais en lançant l'émission, 22 ans. Parcours scolaire chaotique, on va dire. Hein, on va résumer parcours scolaire chaotique. Parcours professionnel qui apparemment démarre bien. Apparemment, on démarre bien car je voulais me lancer dans la boucherie. En fait, parle bien près du micro, Johan. Hein. Me regarde-moi, mais parle dans le micro. En fait, je me suis lancé dans la boucherie. On avait, c'est simple, j'avais 3 choix entre boulanger, ou jardinier ou la boucherie. D'accord. Et ben apparemment quand j'ai vu ton roman, ça a un rapport. Hein. Je l'ai pas lu pourtant, hein, mais j'ai vu un peu l'histoire anarchiste, la violence. Rien à voir. Non, je rigole. Je te dis, les interviews chez nous, c'est cool. Hein. On rigole. Donc, début professionnel, on va dire bien, qui se gâte rapidement. C'est ça. Parce que en fait, on me faisait plus faire le ménage que la boucherie elle-même. Ouais, l'apprentissage, c'est difficile. Hein. Ouais. C'est un long combat. Il y a des choses à faire dans l'apprentissage. Il faut un juste milieu. C'est chouette l'apprentissage. Voilà, il faut un juste milieu. Le ménage, il faut. Oui, bien parce sûr. Que ça apprend aux jeunes, bien sûr, à partager, à faire, et pas à dire à regarder juste la montre et se tailler. Oui, et puis il faut commencer. Il faut faire tout. Des choses. Mais après, il faut tomber sur quelqu'un qui donne l'envie du métier, peut-être. Dans l'apprentissage, il y a beaucoup de ça. C'est qu'en fait, on me mettait plus dans le ménage que dans l'application elle-même de la boucherie. Alors, est-ce que c'était une impression personnelle ou c'était réel? Parce que des fois, les jeunes, tu sais, à cet âge-là, vous avez l'impression que vous faites que ça, que du ménage. Mais est-ce que c'était d'après toi? Je faisais un morceau de viande par jour. D'accord. Et je faisais 6h à 18h. D'accord. Ouais. Bon, de toute façon, maintenant, on va tous devenir végétariens, donc c'est bien d'avoir changé c'est bien d'avoir changé. Donc, alors, on a dit parcours, on a parlé du parcours scolaire, parcours professionnel, on va dire, qui se termine pas très bien, chaotique. Donc, parcours. Alors, pourtant, tu avais bien démarré. Du coup, grâce à ça, tu avais réussi à démarrer un peu ta vie active tout seul. C'est ça, parce que j'ai réussi malgré tout à avoir mon CAP, malgré plus de ménage qu'autre chose. Et grâce à ça, j'avais travaillé dans une entreprise de boucherie, donc une sorte de grand supermarché, de grand supermarché. Et grâce à ça, j'ai réussi à avoir un CDI, avoir un appartement et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ouais, c'est bien, vous vous êtes accroché parce que c'est déjà d'avoir réussi le CAP, c'est vachement bien. Et puis après, décrocher le CDI, s'accrocher au boulot. Parce que c'est bien de décrocher le boulot, mais après il faut s'accrocher aussi. Voilà. Surtout que c'est des horaires peut-être pas trop évidents et tout ça aussi. Non comparé au traditionnel et aux grandes surfaces, il y a les heures, déjà dans les grandes surfaces, il y a beaucoup plus de personnes. Ouais. Et donc ils permettent de réguler les horaires. Donc voilà, voilà. C'est bien de démarrer, en tout cas, c'est pas évident de démarrer dans sa vie professionnelle, en tout cas, quel que soit aussi le job, hein, de toute façon, parce que tout est nouveau. Hein. Mais après, aussi vivre seul, c'est pas évident. Aussi. Alors, parcours professionnel qui démarre bien mais qui se termine mal, ce qui engendre donc bien sûr, on va dire, tout en cascade catastrophique, puisque du coup, plus d'appartement, plus de copines, plein de choses qui tombent à l'eau, donc qui te met un gros coup derrière les oreilles. On va résumer ça comme ça. J'ai dû retourner chez mes parents. Retourner chez tes parents. C'est bien quand les parents acceptent et que tu peux retourner. C'est déjà une grande chance. Ça, faut pas l'oublier. Et au bout d'un moment, on se dit... Et là, tu t'es dévalorisé donc. Bah oui, parce qu'on se dit, j'ai tout perdu. Je me suis cassé la nénette à faire un CAP. J'ai réussi à avoir un appartement, avoir les amis, une copine. Et quand on perd tout du jour au lendemain, on se dit mince, quoi. Mais t'es jeune, t'avais que 20 ans. Ouais, j'allais dire, parce qu'il y en a qui font la même chose, mais pour X raisons de pépins de vie, hein, mais ça peut arriver à 30, 40, 50. Et il y a plein de quinquas qui reviennent chez leurs parents actuellement parce que reconversion professionnelle, parce que difficile de vivre, des salaires bas. Vivre seul aujourd'hui, c'est difficile. Tu sais, pas de possibilité d'avoir un loyer, du coup. Hein, et donc, on revient aussi... et des fois, je dis pas qu'en quinquas on est en fin de vie, loin de là, parce que je suis quinquas aussi. Merci, parce que je bon anniversaire d'hier. Hein. Voilà, je te signale que t'as oublié. Mais je le sais, non, j'ai pas oublié. Enfin oui, j'ai oublié hier, mais pas ce soir. Du coup, je voulais te dire ce soir, en direct, bon anniversaire. Mais t'avais déjà commencé. Donc, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc en quinquas, on revient aussi. Voilà, donc là, t'as encore la vie devant toi. Mais à 21 ans, enfin à cet âge-là, on pense pas forcément
qu'on est jeune. Oui. En fait, on s'en rend pas compte. C'est marrant. On est jeune. Non, mais c'est marrant parce qu'à 21 ans, on est jeune et moi, à 21 ans, je pensais que j'étais jeune, quoi. Je pensais pas du tout être vieux, quoi. Non, je dis pas on se sent vieux, mais je veux dire, on sait qu'on a la vie devant nous. Mais je te rassure, tu l'as. Oui. Mais malgré tout ça, malgré ma perte, ça m'a donné, entre guillemets, je me suis dit. Donc voilà, là on en arrive petit à petit à aujourd'hui, donc l'interview d'aujourd'hui. Donc tout ce coup dur t'a mis, comment dire, on va dire entre guillemets, t'as un peu déstabilisé. Et puis tu t'es posé la question, ce que tu étais capable de faire, et si tu étais nul, pas nul, et si t'aimais quelque chose. C'est ça. Voilà. Et il me restait un rêve que j'avais oublié, mais que j'avais quand même depuis tout jeune. Et malheureusement, on oublie souvent ses rêves. C'est bien de l'avoir retrouvé tôt. Hein. Après, regarde, là, la radio, c'est le rêve de Jean-Luc. Et c'est ça. À quel âge Jean-Luc le rêve? Non, et de beaucoup de monde aussi. J'aurais expliqué, moi ça a démarré à 11 ans. Mais voilà, donc... Ouais. Et donc voilà, donc tu en arrives donc à te poser la question à ce que tu aimerais faire, ce que tu sais faire, et tu en es arrivé à l'écriture. C'est ça. L'écriture. C'est ça. D'accord. Et pourtant, je fais énormément de fautes d'orthographe. Ouais. Énormément. Mais bon, ça. Ça, on va dire que c'est le bagage que tu n'as pas d'avoir. Donc, et grâce à la technologie de maintenant. Grâce à Internet et grâce à les ordinateurs qui corrigent les fautes. Exactement. C'est beaucoup plus de travail. Attention. Mais en même temps, ça me permet, ne serait-ce que d'avoir écrit mon premier livre, ça m'a appris énormément. En fait, j'ai plus, entre guillemets, appris par moi-même que le cursus scolaire par rapport à... Parce qu'en CLIS, c'est simple. En CLIS, mon professeur, on avait le système des carrés verts. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Non, vas-y. Donc, le système des carrés verts, on va se mettre dans la tête d'un enfant de 9 ans. Donc, de 8 ans à 11 ans, jusqu'à 11 ans. On a le système de carré vert qui nous dit on a 8 carrés verts à faire, donc 8 carrés verts à faire, c'est un travail. Ouais. Mais qu'on décide de faire ou non. Ouais. C'est-à-dire que si on veut, on peut jouer toute la journée sans travailler une seule fois et ça, on a un carré rouge. En fait, on est basé sur des carrés verts et des carrés rouges. Donc, c'est une image, mais c'est une punition. C'est une notation. Non, enfin, si je comprends, c'est que ces carrés verts, ça représentait la somme. Oui, mais ça représentait ce que tu devais faire. Donc, peut-être un carré vert correspondait peut-être à des maths, un autre à du français, je dis n'importe quoi, un autre à de l'histoire. Enfin, ça dépend du cours où tu étais, voilà. Enfin, en tout cas, du programme. Et par contre, on ne t'imposait pas de faire les maths à telle heure. Non, il y avait voilà, aucune... Si toi, si tu as envie de commencer par le carré du français, tu faisais le français. Et après, si tu voulais prendre le carré, jouer un petit peu, et donc pas de carré, je suppose, ou peut-être il y avait un carré pour jouer, j'en sais rien. Non, pas du tout. Non, voilà, donc jouer un petit peu, puis après reprendre, voilà. Ça, c'est méthodes de l'école freinée, en fait. C'est d'organiser le travail autour de l'enfant, qu'il le fasse de façon le plus autonome possible, et lorsqu'il en a envie, de le contraindre le moins possible. Mais à 9 ans, des fois, on n'a pas forcément... c'est des méthodes qui marchent bien, ça, dans des écoles. T'avais jamais envie, c'est ça? En fait, on avait... J'avais que des carrés rouges. Non, après, on obligé quelque part. Quand mon père m'a dit arrête d'avoir des carrés rouges, j'ai arrêté. D'accord. Mais en fait, on a tellement de jouets autour de nous. On a des jouets, en fait, on a tout ce qu'il faut pour nous distraire. Et un enfant de 9 ans, quand votre professeur ne vous dit pas aller travailler et qu'on a des jouets... Oui, alors c'était peut-être mal, enfin comme tu l'as ressenti. Je te rassure, c'était pareil à 18 ans, moi, pour le bac. C'était peut-être mal ou pas bien, j'en sais rien. Enfin, si tu le dis comme ça, donc tu l'as ressenti et vécu comme ça. Donc, mais le but quand même, c'est l'adulte, l'aidant, alors instit, prof, moi je suis pas enseignant, on l'appelle comme on veut, a quand même le rôle d'inciter et d'aller vers... on est d'accord. Et de rappeler en tout cas à l'enfant, ça fait 1 heure qu'on est là, ou 2 heures qu'on est là, t'as toujours pas utilisé tes carrés verts, à la fin de la journée il va falloir, parce que sinon tu vas avoir un carré rouge. Et on n'avait pas tout le temps ce... Bon, alors ça c'était la partie école, on va pas faire l'interview que sur ça. Donc la partie école, du coup voilà, on arrive au moment où tu te poses la question, qu'est-ce que tu es capable de faire et toutes ces choses, et donc tu décides d'écrire. C'est ça. Voilà, et tu écris donc un premier, on va dire pas roman, tu écris apparemment un scénario. C'est ça, donc je m'étais lancé sur, en fait j'avais... À quel âge tu as écrit le scénario? Voilà. T'as commencé 20 ans, à mes 20 ans. D'accord. Donc il y a 2 ans, ça fait que 2 ans que tu écris, on va dire. C'est ça. Donc tu es un bébé écrivain. Un nourrisson écrivain. Voilà. Un écrivain. Mais tu vois, on reçoit en herbe, écrivain en herbe. J'aime bien dire le mot bébé, moi ça me plaît. Mais et justement, ça m'a permis de rencontrer déjà vous, Jean-Luc. Oui. Et vous.
Mais des écrivains, parce que j'ai fait une séance de dédicace à Menton il y a pas longtemps, et ça m'a permis de rencontrer énormément de monde, dont des grandes personnes de la littérature qui m'ont donné plein de conseils simples, mais des conseils quand même. Qui vont t'aider pour la suite. Et qui m'aident déjà pour la suite. Exactement. Oui, c'était une de mes questions. Est-ce que quelqu'un t'a conseillé ou t'aide, ou te conseille pour écrire ou t'écris? Je suis autodidacte. D'accord. Mais après, tu le fais lire à quelqu'un, tu corriges comment? En fait, c'est par l'ordinateur lui-même, en fait. Oui. Mon premier tome, je l'ai montré vraiment à personne. J'ai décidé de l'envoyer vraiment à l'aveugle. Alors, c'est pas un livre que tu as écrit, apparemment, si j'ai bien compris au début, tu as écrit un scénario. J'ai écrit un scénario. Voilà, c'était sur quel thème? C'était sur le terme des anarchistes. D'accord, c'est le livre lui-même déjà. Donc, mais tu l'avais écrit sous mode, apparemment, scénario. Sous mode scénario. D'accord. Et donc, je ne l'avais pas envoyé. Et on m'avait conseillé, car on avait trouvé l'histoire bien, on m'avait conseillé d'en faire un bouquin. Et ça pourrait probablement... Alors moi j'avais compris que tu l'avais envoyé et que personne te répondant, tu avais modifié. Je l'avais envoyé aussi, c'est ça. Donc je l'avais envoyé. J'ai bien lu ta bio. Et je l'avais envoyé et je n'ai eu aucune réponse pendant à peu près plusieurs mois. J'en ai parlé autour de moi et c'est ce moment-là qu'on m'a conseillé d'en faire un livre. Ce que j'ai fait. Donc c'était difficile de passer à ce scénario à un roman. C'est un roman, on va dire. C'est un roman. C'est quoi la différence que tu as dû? Qu'est-ce que tu as dû changer pour passer? Ah pardon Nono, vas-y Nono. Peut-être plan détaillé le scénario pour arriver à l'écriture du roman, mais qui n'est pas la même, qui n'est pas le même style. Donc, en fait, le scénario, grâce au scénario, j'avais déjà les décors, les personnages, j'avais déjà tout. Tout ce que j'avais à faire, en fait, c'est de l'écrire. Donc j'ai vraiment repris les passages et j'en ai rajouté, j'en ai enlevé. J'ai vraiment, en fait, comme tous les livres, j'en ai vraiment détaillé. J'ai détaillé les pensées du héros principal. Dans un scénario, on n'a pas les pensées. Oui, voilà. Vraiment... Moi, je transcrivais le scénario. Pour moi, c'est le plan détaillé, on va dire. Un scénario, c'est vraiment un plan détaillé pour le tournage. Voilà, tout à fait. Alors qu'un livre, on plonge le lecteur dans l'histoire. On disserte du coup. Alors là, on va l'appeler le roman. Donc c'est quand même pas la même écriture parce qu'il faut développer. Donc du coup, on prend plus de risques dans l'écriture pour pas trop casser le rythme, pour pas que ça devienne monotone, aussi le scénario, pour pas aussi quand c'est approfondir les personnages aussi. Donc le personnage, il peut devenir peut-être autre chose que ce qu'on l'avait imaginé au premier plan. Justement, je le fais évoluer et tous les personnages ont vraiment une personnalité bien distincte. Et grâce à ces personnalités que Édouard rencontre, en fait, il évolue avec le temps. D'accord. Alors attends, là tu parles déjà du livre. On y arrive au livre parce que après le livre on l'a pas lu nous, donc c'est un des rares interviews où on n'a pas lu le livre. Normalement on lit le livre avant. Nono c'est la spécialiste parce que moi j'ai horreur de lire. Donc c'est simple. Voilà, les interviews c'est tous les deux, mais quand c'est des écrivains, moi je lis pas. Donc déjà c'est réglé. Donc c'est Nono, on lui colle les livres. Donc il faudra quand même que ton livre on l'ait. Oui, parce que maintenant qu'on t'a reçu, on voudrait le lire. Voilà, on va en parler, puis on reviendra dessus. On reviendra dessus. Donc, alors Nono, est-ce que tu as une question? Tu as préparé une question? Ben non, mais c'était ça, c'était le. Voilà, donc maintenant on en arrive. Le scénario au roman, c'est pas du tout, enfin pour moi la même écriture, quoi. Justement, je suis en train d'écrire un scénario actuellement. D'accord. Et je peux vous assurer, c'est vraiment pas du tout la même chose. Ouais, bah oui. C'est en fait un scénario, c'est beaucoup plus facile qu'un livre. Parce qu'un scénario, on met la séquence 1, on met où ça se passe, la scène, et on décrit ce qui se passe et les dialogues. C'est tout. Alors que dans un roman... C'est déjà pas mal, parce qu'il faut voir l'imaginaire quand même aussi, bien affûté. Et voilà. Alors qu'un bouquin, on met exactement comme un scénario, mais avec beaucoup plus de détails, les gestuels, les pensées. Et, parce que mon bouquin se concentre vraiment sur une seule personne, et toutes ses pensées, on sait ce qu'il pense, on sait ce qu'il fait. Et alors qu'un scénario, on ne peut pas se permettre de faire ça. On ne peut pas mettre des pensées à moins que ça devienne un monologue. Mais alors, il arrive quoi à ces personnages? Donne-nous envie de. Alors déjà, le titre du livre, parce qu'on n'en a pas dit depuis le début. Les anarchistes. Voilà, les anarchistes. Et ça tombe bien pour les gilets jaunes. Alors, écoute, je te promets, c'est ce que j'avais écrit en lisant donc j'ai lu ton article ce matin et puis j'ai lu ta bio. Et donc, quand j'ai vu le titre Les anarchistes et puis que tu décris un peu le thème du livre, dessus, j'ai fait le rapprochement. J'ai dit, tiens, c'est d'actualité gilets jaunes. Et pourtant, elle est sortie bien avant. Bien avant. Mais après, en fin de compte, quand on va plus loin, non, c'est parce que ça n'a rien à voir.
ça devient violent. Bon, certes, les gilets jaunes sont violents, oui, mais alors tu vas en parler. Alors vas-y, on n'a pas lu le livre, donc donne-nous vraiment l'histoire du livre. Donc en fait, ça concerne le parti anarchiste qui est à Marseille, et ils sont en guerre contre le parti néo-nazi par rapport à l'idéologie et par rapport au business, parce que le parti anarchiste est complètement plongé plus dans les business de drogue et tout ce qui s'ensuit que en politique. Le président du parti anarchiste est complètement cocaïnomane, héroïnomane, il est vraiment plongé là-dedans. Il aime plus l'argent que la politique elle-même. Et son statut de président lui permet de faire à peu près tout ce qu'il veut. De magouiller. C'est ça. Sachant que ses lieutenants sont complètement à fond derrière lui. Parce qu'une fois qu'ils ont touché à l'argent, on ne peut plus les arrêter. Et son petit frère, donc le petit frère du président, Édouard, va arriver au sein du parti. Et à force de mission, meurtre, trafic, il va se rendre compte que ça n'a rien à voir du tout avec un parti politique. Rien à voir du tout. Et il va vouloir faire en sorte de prendre le pouvoir et de changer radicalement les choses tout en se débarrassant de la corruption, en créant des complots, en manipulant à son tour en fait. D'accord. C'est une sorte de cercle vicieux mais qui mène à un autre cercle en fait. Alors à ton âge de 22 ans, comment tu as pendu tout ça, j'allais dire, parce que... je suis fan de séries. Voilà, fan de séries, mais j'ai cru comprendre que tu étais aussi fan de politique. Aussi. D'accord. Donc ce soir, tu vas regarder l'interview quand tu vas rentrer. Ouais, c'est déjà un peu tard parce que j'écoutais en montant. Ah, ça a déjà commenté, c'était 18h. 18h. Zut, j'avais compris 20h. Il y a toujours des échos sur Facebook. Oui. Bon, on regardera le remix. Non, je suis monté en compagnie du président. Donc voilà, je disais, donc ce scénario, Nono, coupe-moi si t'as les questions, parce que tu les as prévues aussi. Ce scénario, donc c'est quand même assez, j'allais dire, pour un jeune de 22 ans qui connaît pas la politique depuis longtemps, puisque je pense que tu as voté qu'une fois déjà. Oui. Pour les dernières présidentielles. Non. Oui. Pour les présidentielles, il a pu voter qu'une fois. Hein. Oui, voilà. C'est ça. Voilà, puisque c'est il y a 2 ans. Et voilà, donc les présidentielles, c'est sûr qu'il a voté qu'une fois. Il a pu certainement voter aussi une fois pour les maires, les municipales. Ça, voilà, c'est tout. Oui. C'était 2 seuls votes. Et le prochain, c'est les européennes. C'est ça. Donc voilà, pour dire qu'en politique, tu as un court passé. Très court. Un court passé, et donc tu as été pondre un livre sur la politique. Enfin, pour l'instant, le tome 1, c'est vraiment sur le business, gangster. Ça donne envie de le lire, hein, sincèrement. Nono, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, apparemment, là, c'est... le début, c'est vraiment la présentation. De la pègre, la pègre, je sais pas, moi, c'est un ancien mot. C'est la pègre... un mot de vieux. Un mot de vieux, la pègre. C'est la mafia, c'est la mafia politique, les gangs et tout ça. D'accord. Mais parce que j'ai prévu d'en faire 4 tomes. D'accord. Et en fait, avec un 5e, mais c'est une annexe qui raconterait vraiment le début du début. Petit à petit, ça va se développer vers la politique parce qu'il déjà dans le tome 2, je vais pas trop l'expliquer, mais on te recevra. Donc ne nous dis rien. Enfin, il va rencontrer du monde qui va lui permettre de développer au mieux ses idées par rapport à, on va dire, une révolution au sein du parti. D'accord. Donc une révolution, une révolution anarchiste dans un parti anarchiste. Ouais. Alors moi je vais jouer la méchante, t'es parti de la PEG, machin, tout ça. Voilà, ça va redevenir un peu politique, donc peut-être on va se retrouver vers des valeurs plus nobles et plus sympathiques. Et après ça va replonger dans les magouilles politiques, non ? Tu anticipes sur le 2, c'est ça ? C'est de savoir. Ouais. En fait, le 2, c'est vraiment une très grande préparation pour le 3. Mais il y a de... Alors attends, on finit le 1 parce que là du coup on va partir sur des choses que tu n'as pas écrit, qu'on veut pas savoir parce que... Le tome 2 est terminé déjà. D'accord, mais ça, alors je t'explique, il faudra que tu nous qu'on puisse l'avoir, comme ça on le lit et on t'interviewera dessus parce qu'on aura vraiment le contenu et là on aura des questions plus pertinentes. Donc sur le premier, donc on va dire que le premier, ça bascule après sur donc le frère qui prend main... Oui, enfin il prend en main... C'est toujours dans le premier ou pas ça ? Le frère qui arrive et qui s'aperçoit... C'est dans le premier. C'est dans le premier. Donc, le frère, si j'ai bien compris, arrive, s'aperçoit... Donc on l'a pas lu, hein, on anticipe. Le frère s'aperçoit que les manipulations donc, du président, qui est son frère, sont un peu tortueuses. Et il voudrait remettre le parti dans le bon sens. Dans le bon sens. Comme un vrai parti politique. C'est ça. Donc déjà, il a un gros rêve. Non, monsieur, après, on peut tout faire dans l'imaginaire. Ouais, dans l'imaginaire. Il en a marre, Après, tous les partis sont pas... voilà, il faut espérer. Mais en fait, Mais ça fait drôle qu'à son âge, il ait déjà une image de la politique assez tordue, parce que
il est jeune et excuse-moi de rappeler ton âge, mais c'est tout à ton honneur d'avoir écrit un livre et d'être aussi jeune et donc mais surtout politique et de me dire il écrit déjà une idée un peu tordue de la politique déjà à 22 ans. Bah en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est vraiment l'idée primaire. Montrer vraiment tous les partis sombres de France qu'on ne connaît pas forcément. Le parti anarchiste, il existe. Le parti néo-nazi, il existe aussi. Ce sont des partis sombres mal vus. Et là, je les ai. C'est vrai que nous on s'y intéresse pas. Tu te documentes comment? Voilà. Parce que bon, il y a une partie d'imaginaire, mais après, oui, c'est que de la fiction, attention. Ouais, mais il faut nourrir quand même. On ne raconte pas non plus n'importe quoi quelque part. Les anarchistes ou à l'extrême droite, tu vas chercher ce qu'elle veut dire. Voilà, tu te renseignes comment? Est-ce que tu fais des recherches en fait, j'ai vraiment mis l'extrême gauche contre l'extrême droite, en fait, tout simplement. Oui, mais même, il faut savoir aussi ce que c'est quand même au départ les théories et les idéologies de chacun, parce que après, des fois on dit qu'on c'est la même chose, c'est pas le cas. Est-ce que tu approfondis ou tu écoutes juste ce que tu entends à la télé ou... Non, j'ai regardé quand même sur Internet. J'ai quand même regardé, entre guillemets, avant d'écrire. Quand même, je me suis dit, je vais pas... Tu t'es documenté, quoi. Je me suis... Pas entièrement, mais un minimum documenté quand même. Oui, parce que comme disait Jean-Luc, c'est là que je le rejoins. Prendre ce thème de la politique, c'est pas neutre, c'est pas anodin, donc on peut pas raconter n'importe quoi non plus, entre guillemets, quand même je dis n'importe quoi, même en fiction, voilà, parce que on parle pas, tu me parlerais d'extraterrestres ou des choses comme ça, je dirais bon d'accord, c'est son délire, mais là il y a des théories qui existent, voilà. Justement, c'est nouveau entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait. Parce qu'après, j'aurais très bien pu écrire un livre sur des vampires, sur des loups. Il y en a 150 000. Voilà. C'est pas évident. Ouais, non, mais c'est bon. Et comme quoi, j'ai bien fait parce qu'on arrive vraiment dans ce qui se passe actuellement, quoi. Donc. Oui, en partie, on va dire. En partie. Oui. On va dire. Oui, tu rajoutes peut-être un peu trop. Non, mais après, chacun a une vision de la politique différente. Donc, toi, tu as une vision à 22 ans que nous, on n'a certainement pas. On va dire quinquagénaire, donc la même vision, on n'a pas le même passé, donc on n'a pas les mêmes sources, si tu veux, on vit ça depuis quelques années, mais c'est bien parce que pour ça qu'on a vraiment envie de le lire, ce livre, parce que on parle de quelque chose là où nous on n'a pas la totalité du livre, donc on n'a pas ta manière d'écrire, et c'est ça qu'on aimerait voir, c'est ta manière d'écrire, donc il faudra que tu nous fasses venir le livre. Parce que comme ça, sur le tome 2, on saura vraiment quel personnage tu es. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'on reçoit ce soir Johan Delru-Layani, jeune écrivain de 22 ans, qui est venu nous présenter en fin de compte un livre qui s'appelle Les Anarchistes, donc qui est une fiction sur la politique avec, on va dire, qui parle des extrêmes gauche, extrême droite, donc anarchiste et extrême droite. Un peu pointu donc au niveau politique, et que malheureusement l'interview s'étant programmée assez rapidement, on n'a pas eu le livre en main, et donc on lui pose des questions en essayant de chercher un peu de quoi il veut parler, puisque on n'a pas eu ce livre en main. Donc voilà, mais on aura le numéro 2 et on le re-interviewera sur le numéro 2. Voilà. Donc alors tout à l'heure dans les questions, c'était donc tu nous as un peu décrit le roman, ton inspiration, donc d'où est venue ton inspiration? En fait, je suis fan de 2 séries, Sons of Anarchy et House of Cards. Et attention, c'est pas du copier-coller, mais c'est une inspiration des deux par rapport aux histoires. Le côté oui, ça j'ai déjà vu un extrait de. Je suis pas fan de ces séries-là, mais j'ai vu Son of Anarchy. C'est des motards, des Hells Angels, c'est ça. Donc, tu connais, Nono? Oui, un petit peu. D'accord, et qui font le chaos, si j'ai bien compris. Entre guillemets, oui, non. J'ai vu 10 minutes, donc. Il y a du sentimentalisme. Il y a des codes très. Ils sont dans la violence, ils ont beaucoup de codes. Voilà, de toute façon, la majorité des gangs ont des codes très précis, et qu'à l'intérieur de leur propre code, en tout cas, ils sont respectueux et ils peuvent s'aider, il y a une hiérarchie, la hiérarchie, et voilà, ils peuvent être nounours, on va dire, dans leur gang, pas à l'extérieur, mais avec pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est des bisounours. Ouais, des fois, oui, voilà, on peut ressentir ça aussi. Donc ton inspiration est venue un peu, on va dire, un mix de ces 2 séries qui t'ont donné un peu le fil conducteur. Eh ben, en fait, pour House of Cards, je m'en suis vraiment rendu compte une fois que j'ai fini mon bouquin. Parce que j'étais parti sur l'idée, entre guillemets, de m'inspirer des Sons. Et après, je me suis mis à regarder House of Cards parce que voilà, j'adore la politique. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de points communs. Enfin, énormément. Il y en a quelques-uns par rapport à l'histoire. Comme quoi, ça se colle bien, quoi.
Alors je te rassure, on a tous des inspirations. Hein. Le studio que tu vois aujourd'hui et la radio que tu vois, elle a été inspirée aussi d'autres radios. Il y a des copier-coller sur des installations d'autres radios qui existent. Hein. Donc c'est tout à fait normal. On crée des fois, mais on a toujours un derrière quelque chose qu'on a vu. Voilà, je veux dire. Non, je disais, nous, on a été nourris au Club Dorothée, donc on a... moi, j'ai pas connu. Et voilà, non, c'était un brin d'humour. D'ailleurs, on espère, on va recevoir écrire. On attend la date pour recevoir une ex des Clubs Dorothée. Oui, qui va venir chez nous, qui s'appelle Julie Bataille, qui a fait de la radio, qui a fait de la télé et qui va venir dans notre radio pour faire une interview. Donc, on attend le retour de date. Voilà, petit aparté. Donc, ton inspiration, on a eu ton inspiration. J'ai lu aussi dans ta bio que tu étais passionné de politique et que tu avais l'ambition d'écrire une série TV. En fait, c'était le départ, ça, c'est ça ? C'était le départ. D'accord. Les anarchistes, en fait, je voulais vraiment l'orienter comme une série télé, en fait. Mais bon, il est possible que ça revienne, hein, que ça passe par le scénario, le bouquin, et puis que ça revienne. Ou alors des fois, quelqu'un qui lit le bouquin et qui accroche et qui le monte en série. Il vient te demander les droits d'auteur. D'où le bouquin où on m'avait conseillé justement d'en faire un bouquin parce que il y a plus de monde, ça touche plus de monde. Beaucoup de personnes peuvent l'obtenir, alors qu'un scénario, on l'envoie à telle et telle personne, mais ça touche vraiment un milieu restreint. Alors qu'un bouquin, ça touche énormément de personnes, même des personnes qu'on ne soupçonne même pas, en fait. Et là, t'es édité par qui? Alors, qui c'est qui t'a... J'ai d'encre. D'accord. C'est vraiment une jeune édition. Ouais. Pour jeunes En fait, ils aident les jeunes écrivains. Jeunes, il y a de tout âge, à se développer parce qu'il y a beaucoup d'éditions qui sont très réservées déjà à leur clientèle de base, leur auteur. Et J'ai d'encre touche vraiment à tout. Ils tentent. Alors, donc l'info. Ils sont basés sur où? Sur Paris, d'accord. Alors voilà, c'était l'info que j'allais dire. Donc j'allais caser Les Anarchistes, roman de Johan Delru Layani, vendu aux éditions Jet d'encre au prix de 21,10 €. C'est ça. Voilà, et donc on peut le trouver où ton livre? Si les gens veulent l'acheter ce soir, par exemple, qu'il y en a qui t'écoutent et qui ont envie d'aller découvrir ton univers politico-anarchiste. Amazon, Fnac, Cultura. D'accord. Et Jet d'encre lui-même. D'accord, donc l'éditeur c'est lui, donc Jet d'encre c'est l'éditeur. Et qui a le stock? C'est lui ça, qui a le stock. Qui a le stock et qui distribue aux grandes maisons. En fait. D'accord. Et donc, en fin de compte, quand il a lu ton scénario, ton roman, pardon, on sait qu'on dit le manuscrit. Le manuscrit. Chercher, quand il a lu le manuscrit, il a accroché et il a validé. Ils m'ont envoyé tout de suite un contrat. En fait, on a un délai de, si je me rappelle bien, de 3 semaines à attendre. Et on a un résultat positif ou négatif. Et j'ai eu un résultat positif. Donc, avec un contrat. Un contrat. Et avec un contrat pour des livres suivants. Ou pas? Celui-là pour l'instant. D'accord. pour voir déjà ce que ça donne. C'est Oui, quand même mon premier. Oui, parce que s'il n'est pas vendu, ils vont pas. Et ma jeunesse joue beaucoup parce que voilà, je suis jeune, donc il n'y a pas toute l'expérience requise d'un grand écrivain. Mais tu as des gens autour de toi qui te donnent de bons conseils? Exactement. Et oui, bien sûr, si je dois continuer, ça sera avec eux, bien sûr. Alors tu vois, il y a plein de gens qui te regardent ce soir, donc je te fais un petit coucou, j'en profite parce qu'on fait toujours des dédicaces à ceux qui nous regardent. Il y a Christophe qui nous regarde, il y a Adrien, il y a Aurore, il y en a plusieurs qui se connectent qu'on ne voit pas encore puisqu'on voit le chiffre qui augmente. Alors le chiffre qui est affiché en haut sur les gens qui regardent, il est toujours beaucoup plus important, hein. On aura le résultat après. Pour te donner un exemple, on a reçu, on a fait une émission... un film, samedi soir on a filmé un spectacle et il a déjà été regardé plus de 2200 fois. Ah oui, quand même. Donc tu vois, ça va très vite, après ça monte. Et puis surtout l'interview, donc ce soir c'est pour ça, tous ceux qui nous écoutent, on l'a partagé sur beaucoup de groupes. Et les amis, ceux qui nous écoutent, si vous voulez aider ce jeune qui s'appelle Johan Delru Layani, partagez l'interview, que les gens puissent le réécouter, découvrir son univers de son roman qu'il vient de publier aux éditions Jet d'encre, un roman qui parle de politique fiction avec un monde anarchiste et au prix de 21,10 €, donc aux éditions Jet d'encre, et vous pouvez l'acheter pour tous ceux qui sont spécialistes d'internet chez Amazon. Est-ce que sur des librairies de Menton on le trouve ou pas? Au Mandarin. Au Mandarin, j'allais le Mandarin. Le Mandarin, les Trost, c'est une librairie qui publie tout le monde, c'est génial. Ouais, surtout pour les jeunes aussi. C'est vraiment grâce au Mandarin que j'ai pu faire des séances de dédicaces. D'accord. Génial, alors, petite question, lecteur tout public, plutôt jeune, plutôt quoi? On va dire. À partir de quel âge t'as écrit On va dire 16 ans à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, d'accord. Parce qu'il y a des choses
Il y a des trash, et quand tu as écrit, il y a du trash. Il y a du trash. T'as vu un objectif d'écrire pour tout public ou tu voulais cibler un âge ou tu n'as pas pensé J'y ai pas pensé. T'as écrit. Voilà. Mais c'est vraiment pas pour les enfants, quoi. Il y a des choses dedans. Bah déjà au niveau des références, je veux dire, ils vont pas. Déjà, oui, déjà. Bon, intrigue donc politique. Il y a du sentimentalisme aussi. Oui, j'allais dire, voilà. Alors, y a-t-il une histoire d'amour? Eh bien, oui. Ah, chouette. Mais voilà, ça reste dans le secret et il y a tout un truc qui va se jouer dessus. Justement. Non, mais dis-nous-le livre, donne-nous envie, donne aux gens d'aller acheter. Il faut que tu nous donnes le. Il faut l'acheter, donc pour comprendre, il faut l'acheter, ouais. Donc achetez-le, vous avez entendu. Une histoire cachée. Il va l'avoir en scooter, non, je déconne. Est-ce que tu es un des plus jeunes écrivains mentonnais? Je ne saurais pas vous dire, mais quand j'ai fait ma séance de dédicace, j'étais le seul jeune de tous. D'accord. Et comment tu es arrivé à passer sur donc Nice Matin? Tu as un bel article sur Nice Matin. C'est mon agence d'édition qui a contacté donc la mairie. Et la mairie m'a contacté, donc l'adjoint à la culture m'a contacté et je suis allé le voir pour parler un peu de mon manuscrit. Et il m'a donné le numéro d'un journaliste de Nice Matin. Je l'ai appelé le jour même et le lendemain, on a fait la photo. D'accord. Et quand il y a eu le dernier salon du livre à Roquebrune, il était sorti déjà le livre ou pas? Oui. Et tu y étais sur le salon? Ah, d'accord. C'est pour ça parce que je voulais savoir. Ouais. En fait, j'ai fait 2 séances de dédicace. Ma première au Mandarin et ma deuxième au salon. Ouais. Après, pour participer au salon, il y a le salon de Montsartou aussi qui est pas mal. Il y a plein de salons dans la région aussi qui se font. Le salon du livre et Montsartou, c'est vrai qu'il faut s'y prendre vraiment en avance. Et c'est vrai que c'est un chouette salon aussi, c'est pour ça. Après, c'est vraiment mon édition qui gère ça aussi. D'accord, ok, ça passe par eux. En fait, on est vraiment 50-50. Si je me lance, je les contacte, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il y a eux aussi qui s'occupe. Et au niveau des ventes, alors, tu es au courant de combien de livres ont été vendus Si je me rappelle, je crois que c'est tous les juin, c'est ça. Ma première fois, donc de mars, c'est ça, jusqu'en juin, j'ai eu 38 ventes. D'accord. Mais non, mais c'est chouette. Comptant la famille, bien évidemment. Sûr, ouais. Alors, je reçois un message, je tiens à m'excuser. Alors, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais je vois, puisqu'il nous écoute, monsieur Oscar Ambar, qui gère le groupe Vivre sans fin. Donc, toutes mes excuses. Apparemment, l'interview qu'on a partagée sur son groupe, on va dire par erreur, puisque quand j'ai fait les partages, j'ai appuyé sur le groupe. Je n'ai pas fait exprès. Apparemment, ça ne lui convient pas, puisqu'il me dit que ce groupe ne parle que de SDF et que cette interview n'a pas sa place dans ce groupe. Donc, on s'en excuse. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous dire que c'était un jeune de 22 ans, monsieur Oscar Ambard, de 22 ans qui sur Roquebrune et qui présente un livre et que ça peut peut-être intéresser des gens qui sont dans votre groupe et que voilà, SDF ou pas. Et puis, écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va se retirer de votre groupe. Comme ça évitera tout problème la prochaine fois. Et c'était juste pour mettre pied à l'étrier à un jeune de 22 ans qui n'est pas dans la rue, c'est vrai, malheureusement, mais parce qu'il fait tout pour pas y être. Voilà, donc toutes mes excuses et puis on va faire le nécessaire pour plus publier sur votre groupe. On va le quitter aussitôt. Merci. Moi j'avais une question. On ressent quoi quand on reçoit le livre C'est son bébé. Alors avec la couverture, tu as choisi la couverture? C'est ça. Donc en fait ils m'ont présenté 2 couvertures. Ouais. C'est l'actuelle et un dessin. J'ai choisi celle que j'ai choisie, mais c'est déjà avoir le choix de sa couverture, c'est déjà. En fait, la couverture, c'est énorme. Ça fait beaucoup dans les ventes et même pas que pour les ventes personnelles aussi. Oui, c'est sa couverture, et non, dès qu'on a son livre en main, d'une imagination, d'un rêve qu'on s'était dit pourquoi pas, une fois qu'on l'a en main, je saurais pas expliquer ce sentiment, mais c'est très grand. Et tu as réalisé que c'était toi qui avais écrit ça alors, du coup? C'est bien moi qui ai écrit ça ou pas? C'est la question qu'on se pose. Ça vient de moi ou ça vient pas de moi, du coup? Ça doit être... Oui, c'est vraiment la concrétisation d'un rêve, quoi. Je suppose que la famille est fière. Oui. Très fière. Tata, que vous n'avez pas sous la caméra, mais elle est là, Tata, elle a accompagné. C'était mes premiers acheteurs, en fait.
C'est toujours ça, je te rassure. Dès la sortie de la précommande, c'était vraiment eux mes plus grands clients pour l'instant. Non, mais déjà, après qu'ils se vendent, c'est une chose, il faut qu'ils se vendent, mais déjà d'avoir été choisi et édité, déjà c'est un pas qui est énorme, hein, même avant de compter les ventes. Hein. Regarde, 38 minutes d'interview déjà, tu te rends compte c'est pas évident d'écrire, d'envoyer, et d'avoir une réponse et d'être édité, quoi. Même quand on débute, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas qui débutent, qui ont envoyé des premiers scénarios, des premiers romans, et il n'y a jamais de réponse. Donc déjà, d'avoir été repéré, c'est énorme. Après, bon, c'est vrai qu'il y a les ventes, ça va être important, etc. Mais d'avoir été repéré et édité, c'est déjà, c'est déjà à 22 énorme. Ans, bravo, chapeau. Merci. Travail, chapeau. quoi. C'est déjà énorme. Ben écoute, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Je pense qu'on a Nono, tu as quelques questions encore Non, oui, on a fait le tour. Non, je sais pas ce que tu avais envie de nous dire. Alors, il y a quelqu'un, Christophe Cornu, ça te parle? Oui, bien sûr. D'accord, il te met un message, il écrit Johan Swart Layani est un grand rêveur, je suis fan. Sympa. Et justement, Christophe aussi a réalisé un de ses rêves, ne serait-ce qu'Addict Endurance. Il m'en avait parlé à ses débuts. J'ai travaillé avec lui à Carrefour. Et c'était vraiment... moi, je travaillais pour pouvoir... Il fait de la promo pour Christophe, c'est beau ça. Non, mais je travaillais pour pouvoir financer mon manuscrit. Donc j'ai aidé à la réalisation. Et on parlait... Donc je parlais de mes rêves d'écriture. Et il me parlait justement de ses rêves de sport. Sa fondation. Et on s'est super bien entendus tous les deux. Et je le remercie encore. Voilà, ben Christophe, écoute, puisque tu es en train de nous écouter, tu entends les compliments de Johan, qui est avec nous ce soir. Moi, une question sur ton futur, parce que bon, pour l'instant, tu n'en vis pas. Non. D'accord, voilà. Et donc, comment tu envisages ton futur, de trouver... alors, comment travailler pour continuer à écrire comment tu vois ça? Je considère mon manuscrit comme une clé, en fait, pour pouvoir peut-être m'ouvrir d'autres portes, justement, pourquoi pas dans le cinéma ou dans la série. Et justement, grâce au Salon du Livre, j'ai pu rencontrer des personnes et avoir des contacts. Donc, je travaille, entre guillemets, c'est vraiment tout petit pour l'instant, mais pourquoi pas au futur. Et j'ai encore... T'as de la marge. C'est ça. C'est maintenant ou jamais. Donc là, tu te concentres vraiment à l'écriture. Écoute, nous on a une question importante, c'est que si un jour tu es célèbre, est-ce que tu nous parleras toujours? Est-ce que tu viendras dans notre radio? Évidemment. Tu te rappelleras de nous, tu garderas les photos, Tata a pris les photos. Vous n'êtes pas toute première radio. Non, je sais. Écoute, nous oublier. Ça te fait plaisir. Écoute, si tu es reçu ailleurs, c'est volontiers. En général, souvent quand on passe chez nous, on est rappelé pour passer ailleurs. On a eu dernièrement quelqu'un qui a été appelé par France Bleu alors qu'il était venu chez nous, donc ça fait plaisir. Je sais pas comment a été écouté. Et dernièrement, on a eu une émission. Tu te rappelles Noël où il y avait Christian Estrosi qui a... Ouais. C'est quand on a reçu Christophe. D'accord. Et je crois que c'est quand on a reçu Christophe et que notre émission a été regardée, partagée par Christian Estrosi. Donc voilà, écoute, c'est des petites anecdotes qui nous arrivent de temps en temps. On est une petite radio qui a 2 ans, je répète toujours dans toutes nos émissions, petite radio qui a 2 ans. Voilà, c'est juste pour dire qu'on est là, on se prend pas la tête, on fait notre travail le mieux qu'on peut et surtout, on laisse la parole et le micro ouvert à tous les jeunes de ton âge, à tous les moins jeunes, puisqu'on reçoit même des tout petits des fois. Et on essaye, nous, d'avoir cette philosophie, d'ouvrir notre micro à tous ceux qui ont envie de parler, pour pas dire des bêtises, bien sûr. Alors moi, est-ce que tu as un conseil à de jeunes écrivains, en tant que jeune écrivain, qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil déjà? Ne surtout pas, ne pas lâcher et ne pas se laisser dévorer par l'attente. Parce que ce qui, en fait, vous bouffe le plus, c'est l'attente. Ouais, quand on est jeune. L'impatience. La patience. L'impatience. C'est l'attente, déjà, de la réponse. Ouais. Et pour savoir si ça va nous mener quelque part. Même une fois qu'on a son bébé en main, il ne faut pas s'arrêter là, en fait. Il faut continuer, même si pour l'instant, ça mène à rien. Il faut y aller. Une fois qu'on a un résultat et la réalisation de son premier rêve, on sait que rien n'est impossible, en fait. Alors tu as écrit quelque chose, donc tu as eu la phrase, Nono? Oui. T'allais dire, vas-y, tu voulais la dire? Non, vas-y. Ben, je l'avais encadrée, j'avais la lire parce que j'ai dit on terminera l'interview avec cette phrase. Donc tu as écrit, c'est le 1er mars 2018, mon livre a été publié. C'est le jour où j'ai appris que tout était possible et je sais maintenant que je peux vivre selon mes rêves, car à présent j'ai d'autres projets professionnels qui m'était inimaginable à l'époque, car je n'avais pas conscience qu'on pouvait dépasser ces conditions. C'est ça. Et j'ai adoré cette phrase. C'est beau, à 22 ans, je te jure, je suis bluffé. Hein. Bah merci. Quand on comprend le système scolaire que j'ai vécu, etc. Par exemple, j'avais une professeure. Je lui avais expliqué que je voulais me lancer dans l'écriture, mais que je savais vraiment pas. Enfin, elle m'a dit, tu pourras écrire des livres, mais tu pourras pas les publier.
tu pourras les garder que pour toi. Pourtant, il faut lui envoyer. Alors, cette professeure-là devait savoir qu'aujourd'hui, l'informatique faisait des miracles. Il faut lui envoyer des dédicacés. J'y ai pensé, mais je suis pas assez malsain pour ça. Mais c'est bien. Moi, si je peux te donner des conseils sur ça, moi. De parler souvent d'éducation sur la radio, et si on fait quelque chose, si tu en as envie, on pourra venir et débattre de tout ça, parce que c'est vrai que des phrases comme ça, elle t'a marqué puisque tu l'as retenue. Évidemment. En plus, et elle aurait pu te bloquer. Voilà, énormément aussi, parce que en disant pour moi c'est pas possible, justement. Heureusement que tu as rencontré d'autres personnes qui t'ont fait croire à d'autres choses, plus intelligentes, quoi, j'en sais rien, mais moi je porte pas de jugement. Moi non plus. Mais des fois le système est fait que oui, on met beaucoup d'étiquettes, et notamment c'est vrai que le français est une langue très difficile. Très difficile. Il y a très peu de personnes qui ne font pas d'erreur d'orthographe. Moi j'aime bien dire erreur d'orthographe et non pas de faute, parce que déjà la faute c'est très catho tout ça, hein. On a fait la faute d'orthographe, le péché, la faute et tout, donc c'est des erreurs. On est très vite on se dit très nul en orthographe ou en français, parce que justement on est vite corrigé en copie rouge, et ça nous bloque aussi, et ça bloque effectivement, et l'envie d'écrire, et c'est vrai que l'envie d'écrire et de s'exprimer, il faut que tout le monde l'ait, parce que c'est d'abord un respect de soi-même, je pense. Avant de savoir comment on écrit, c'est de savoir écrire, savoir s'exprimer, c'est d'abord pouvoir communiquer avec les autres, se respecter. Et on devrait plutôt faire passer ça comme une notion aux jeunes, alors c'est vrai que aussi l'orthographe, je vais pas, est importante, et il faut s'exprimer, écrire correctement, mais c'est vrai qu'il faut pas s'arrêter que là. C'est vrai aussi pour l'apprentissage des langues. Maintenant, je pense que ça a beaucoup changé, mais moi, à mon époque, à peine on ouvrait la bouche, et évidemment, on prononçait mal, parce qu'on apprenait, et puis en plus, les Français sont pas très doués en langue étrangère, donc de suite, on se faisait presque engueuler, reprendre, ricaner dans la classe, et donc on parle pas, et effectivement, après, ça bloque. Voilà. Et donc, il y a quand même beaucoup de verrous dans l'éducation, et voilà. Et peut-être dans les classes un peu parallèles, qui fonctionne un petit peu différemment, et pourtant la méthode des carrés verts, moi je la trouve bien. Après, attention, mon professeur, je l'adorais, mais il était vraiment entre guillemets farfelu, il nous laissait vraiment faire, vraiment. Il allait de temps en temps, parce qu'on avait le système des malus et bonus aussi, donc on faisait une faute, malus, on faisait une bonne action, bonus. Concrètement, ça servait à rien à s'évaluer. Mais bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut, tu l'as conclu, croire en ses rêves, quoi. Et puis, c'est très important. C'est vraiment très important, parce qu'après, sinon, on se laisse vivre et on n'a pas forcément de but concret. Les buts Tu as Christophe qui nous met un message, tu vois, qui t'écrit, il n'y a aucune meilleure école que la vie. C'est ça. Donc Christophe, il nous met les messages sous les yeux qui tombent, et il nous marque aussi, parleur de ton pouvoir créateur. Alors je vois pas ce que ça veut dire, créateur, ça veut dire quoi? Il veut dire quoi par cette phrase? Ce que tu es capable de créer, d'inventer? Oui, c'est ça, la créativité. La créativité. Eh bien, écoute, on arrive tout doucement à la fin de cette interview, et surtout, on invite tous ceux qui nous écoutent. Et puis, alors vous voyez, sur notre radio, on n'essaye pas de faire des interviews de 10 minutes, un quart d'heure et de passer à autre chose. Parce que souvent, des radios reçoivent les gens et les interviewent pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ils font vite une interview. Nous, on laisse, je tiens à le dire parce que je suis assez fier de ça. Peut-être qu'il y en a qui décrochent, qui arrêtent, qui passent à autre chose. Mais en tout cas, on fait une interview qui dure. On vous laisse parler, on te laisse parler de ce que tu as envie. Ce qui fait que si les gens décrochent, mais en tout cas l'interview va jusqu'au bout, on sait qui tu es, on sait ce que tu aimes, on sait d'où tu viens, et on encourage les gens qui nous ont écoutés ce soir ou qui vont réécouter donc cette interview à aller acheter ton livre, donc sur Menton, sur notre secteur. Vous le trouverez à la librairie des Mandarins aussi, au prix de 21,10 €. C'est un livre édité par les éditions Jet d'encre, et donc on vous encourage vivement, pour ceux qui veulent partager cette interview ou la vidéo sur vos pages Facebook, ce qui fait qu'on pourra bien sûr le réécouter. Et puis pour ceux qui n'ont pas Facebook, il sera dès demain soir, ou peut-être ce soir si j'ai le temps, mis sur le site de la radio, donc ce qui fait qu'on pourra aller le regarder, le re-regarder. Il sera donc en ligne sur le site de la radio. Voilà, pensez à pas oublier de liker notre page Facebook toujours, parce que plus on a de likes sur la page Radio Fréquence Méditerranée, plus on a de gens qui nous regardent, et bien sûr on est de plus en plus crédible. On avance tout doucement. Et puis bien sûr, si vous souhaitez assister à nos émissions,
C'est très simple, vous pouvez venir être spectateur. Hein, Nono, on va monter des gradins et des tribunes parce que souvent on a du monde. On était 9 la dernière fois, c'était lundi dernier. Et donc vous nous envoyez un mail à contact@fmradio.fr ou par téléphone au 06 50 25 96 43, c'est mon numéro perso. Et donc en tout cas vous avez toutes les infos sur le site de la radio et puis donc vous pouvez venir assister aux émissions. Johan, nous, ce qu'on veut, c'est que... Alors, on te rappelle que la radio, maintenant, pour toi, les gens qui viennent une fois... Est ouverte à vie, tant que la radio existe. C'est-à-dire que tu peux venir assister aux émissions, si tu as envie, le lundi soir. Donc, tu nous envoies un mail pour nous prévenir. Bien sûr. Il faut que tu aies quelqu'un qui te motorise. Pas obligé que ce soit ta tasse, peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Tu peux venir avec qui tu veux, donc il faut qu'on t'accompagne, puisque tu n'es pas motorisé. Donc, tu peux assister quand tu veux. Et surtout... 2e tome, 3e tome, les tomes qui vont suivre, tu nous envoies un mail et on te reçoit. On les lira avant. Nono va s'y coller. On les lira avant. Et donc, au moins, on aura encore une interview sur la suite. En tout cas, on va te suivre. Ça, c'est sûr. Merci, on va te suivre et donc on sera derrière toi. Nono, tout à fait. Tu clôtures. Voilà, félicitations. Non, mais moi, j'étais ravie de faire ta connaissance. De même. Et puis, on va poursuivre, effectivement. Et j'espère qu'on aura une nouvelle occasion d'échanger, en tout cas. Volontiers, voilà. Volontiers. Ah, j'ai compris pourquoi il écrit Johan Swart Layani, je te souhaite de toutes mes forces, toute la réussite que tu mérites. Merci. Voilà, donc ça c'est Christophe encore, qui t'a suivi tout le temps, qui t'a écouté. Voilà, Christophe, je suppose qu'il a dû partager ton interview, si je ne me trompe pas. Nous, on vous invite à rester à l'écoute de nos programmes, puisque la musique, ça continue sur notre radio, pour ceux qui aiment la musique, et qu'à partir de 21h, et ce jusqu'à minuit, tous les soirs, c'est du funk, et rien que du funk, pour ceux de notre âge, on va dire entre guillemets. Mais les jeunes aiment le funk maintenant aussi, donc c'est du funk. Et puis, bien sûr, notre radio, c'est tous les jours, les chroniques le matin, et puis nos émissions. Donc, nous, on se retrouve lundi soir. Tout à fait. Et lundi soir, alors écoutez bien, ceux qui nous écoutent ce soir ou qui nous regardent, émission spéciale. Alors, les 2 lundis qui vont arriver, c'est des émissions spéciales, puisque celle de lundi soir, c'est sur le voyage à l'Assemblée de Nono, qui est parti suivre. C'est à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas fini mon travail encore. Voilà. Je suis à la bourre. Tu as encore un week-end, encore 3 jours. Oui, donc, Nono, qui a... chroniqueuse de Radio Fréquence Méditerranée que vous avez sur l'image avec la crinière blonde. Vous la voyez de profil, dans son bon profil. Ton bon profil. Donc Nono et Nini qui viennent de se connecter pour regarder. Donc Nini, j'explique, lundi soir, elle sera avec nous aussi. Nini qui est une chroniqueuse de la radio, qui est là le lundi dans l'émission. Le lundi, tout est permis. Et lundi, on va parler donc de ton voyage à Paris. Assemblée nationale. Tu as suivi notre marraine, donc Alexandra Valletta-Ardisson, députée. Tout à fait. Et tu as aussi visité Radio France. Accueilli dans les studios de Radio France. C'est là où on sait que maintenant qu'on n'est pas trop ridicule. Voilà. Hein. Et puis donc on aura la chance d'avoir avec nous donc une famille, une petite fille qui était aussi à Paris, invitée par la députée. Qui a été invitée, qui était au même moment que moi sur la visite de l'Assemblée nationale. Donc on va recueillir aussi ses impressions de ce lieu qui est assez magnifique et sympa. Tout ça, c'est lundi soir. Et le lundi qui suit, on invite un fan de Clo-Clo qui fait du Clo-Clo. Alors, il n'a pas le look de Clo-Clo, mais il chante du Clo-Clo. C'est très varié. On passe de l'Assemblée nationale à Clo-Clo. À Clo-Clo, voilà. Et pourquoi pas, c'est thématique. C'est thématique. Donc, Eric Formento qui sera avec nous lundi 6 mai. Je suis en train de chercher mes dates. D'ailleurs, tous les gens aujourd'hui, on reçoit des appels et des gens qui veulent passer à la radio, qui veulent être interviewés. Donc, tout le monde peut être interviewé. Pardon, je m'étouffe, excusez-moi, j'ai tenu le coup jusqu'à maintenant. Tout le monde peut être interviewé. On a un planning rempli déjà jusqu'à fin mai, sachant qu'on interviewe les gens le jeudi et des fois on casse des dates en plus, mais voilà, c'est le jeudi soir et c'est plein jusqu'à fin mai et on continue, donc n'hésitez pas. Et demain, je suis à la Villa Blanche avec nos collégiens pour préparer la future émission. On intervient dans un collège à la Villa Blanche avec les 5e, 4e et 3e et on va préparer une émission en direct le 7 juin, je crois, à l'école. Voilà. Et donc, demain, on commence à préparer cette émission avec le groupe journaliste, journal sur la Villa Blanche. Puisque notre radio donc, est partenaire, on va dire, entre guillemets, avec l'école de la Villa Blanche, ce qui fait on est une radio qui se déplace dans les écoles et qui va être le fil conducteur de l'année prochaine. Et voilà, une radio pédagogique. D'accord ? Nono, je suis content que tu sois venu. Bah ouais. Voilà. Ton prénom, j'ai oublié.
Sabine, j'entends ça, je n'entendais pas. On n'a que le son dans les casques, nous. Sabine, content que vous ne les voyez pas vus. Sabine, elle est cachée, c'est Tata. Et Johan, content d'avoir reçu 22 ans. Et ta première expérience de radio? Formidable. C'est cool. J'adore. Pas stressé? Ah bah j'ai envie de retourner demain. Voilà. Ah bah allez, avec plaisir. Écoute, tu viens, je te dis, le lundi soir, on est là tous les lundis soirs. On a des émissions le mercredi une fois par mois. Mais tu regardes, si c'est marqué tu suis la page Facebook et tu sais quand il y a les émissions. Et donc voilà. Donc Nini, notre chroniqueuse qui m'écrit vive le PSG, Jean-Luc. Donc surtout pas. Jean-Luc est fan de Marseille, supporter de Marseille et PSG. Je suis juste fan pour eux s'ils gagnent la Coupe de France. Ça nous permettra peut-être à Marseille d'aller en Coupe d'Europe. Voilà, c'est comme ça que je clôture l'émission de ce soir. Merci à tous. Pourquoi tu rigoles? Non, rien. Vas-y. Non, absolument rien. Bon, c'est rigolo de clôturer comme ça. Non, mais on en a reçu Johan, mais on clôture. Nous, t'as vu, dans notre émission, on clôture. Allez. On est libre. Hein. C'est ça. Merci, Johan. Merci à vous tous. Merci. Allez, à la prochaine. Merci, bisous à tous. bye. Et puis, restez à l'écoute de nos programmes. Bye bye. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée.